Et donc, on n'a jamais touché au fil électrique. Okay. C'est vraiment que la puissance d'un fil de 25 000 volts est tellement fort que ça crée un arc autour du fil, et donc sur pratiquement 5 ou 6 mètres. Et donc, la portée de cet arc électrique-là a fait contact avec la perche qu'on tentait d'utiliser pour faire tomber le drone. Aujourd'hui, nous avons un thème très privilégié que j'aime beaucoup, sur le courage. Car oui, dans notre vie, il faut du courage. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous aide à avancer dans la vie. Et mon invité est un exemple parfait de courage. C'est un survivant, c'est un homme brillant, c'est un jeune homme qui s'en est sorti. Alors, je vais vous le présenter. Son nom est Malik. Mais avant de vous le présenter, j'ai un petit service à vous demander. J'ai noté que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne s'inscrivent pas. Et vous savez que pour nous, les gens qui faisons des interviews, c'est très important d'avoir des subscribers, ok? Alors, si vous le voulez bien, vous avez juste à mettre un petit pouce sur subscribe, un petit like. C'est gratuit et grâce à vous, je peux continuer à partager la vie de personnes comme aujourd'hui notre invité. Et il va vous aider à vous donner du courage et la force dans la vie. Alors, Malik Idrissi. Malik, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es un homme très occupé et je me sens très privilégiée de pouvoir te faire cette entrevue à tellement une belle âme comme toi. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Ok. Alors Malik, si je te disais, Malik, qui est Malik? Comment Malik se présenterait? J'ai une version courte, une version longue, mais disons m'introduire. Je suis issu de l'immigration. Mon papa est d'origine marocaine. Ma maman est québécoise. Donc, je me plais à dire que je suis un couscous à la sauce brune. Ouh, cute! un drôle de mix, mais oui, j'ai grandi au Québec, à Boucherville, sur la Rive-Sud. Parcours de sportif depuis que je suis tout petit. Évidemment, le soccer coule dans les veines dans notre famille. À cause du Maroc, évidemment. Exact. Donc, j'ai commencé tout petit, à 4 ans, à jouer, puis comme mon frère plus vieux. Et c'est ça, j'ai débuté dans le sport, toujours très, très, très proche du sport, qui m'a alimenté aussi dans les études. Donc, j'ai toujours été dans des programmes sport-études, à participer non seulement très fort aussi dans une éducation très de performance, de vouloir aussi faire mieux que mes parents, les mettre dans les meilleures conditions, d'être très, très performant au niveau des études. Donc, ça a commencé au cégep, ensuite à l'université. J'ai fait un bac pas loin d'ici, au HEC à Montréal. Okay. Ensuite, je suis parti à l'Université Laval à Québec faire ma maîtrise en marketing du sport. Puis, s'en est suivi un parcours professionnel avec plein d'étapes à gauche, à droite, mais je suis ici aujourd'hui pour partager non seulement mon parcours professionnel, mais surtout le moteur dans ma vie depuis quelques années, qui est le courage. Qui est le courage. Alors, donc, tu vas nous parler de ça. Donc, tu étais manager sportif, tu as aussi travaillé pour l'Impact, je crois. Mm-hmm. Et tu aussi travailles dans le marketing, tu travailles pour une agence de publicité, et que tu avais choisi d'ailleurs juste avant The Big Day du 3 avril. Alors, parle donc, nous sommes ici pour parler surtout de ce sujet, ce fameux 3 avril. Que s'est-il passé? On va dire l'année, je dirais de l'année. 2021. 2021. 2021, c'est une journée qui commençait comme une journée comme toutes les autres, mais qui, en un instant, ma vie a complètement changé. Mais avant même le 3 avril,
j'avais un parcours, oui, en tant qu'agent d'athlète olympique pendant des années où est-ce que j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Puis mon parcours a complètement changé à un certain moment donné où est-ce que j'étais beaucoup impliqué dans le milieu du sport et avec une passion pour le marketing aussi. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce qu'au mois de janvier, donc de l'année 2021, j'ai commencé à travailler au sein de l'agence Cossette, qui est une des plus grandes agences au Canada. Il y a eu une fierté montréalaise et issue du Québec. Donc, j'ai commencé à travailler chez Cossette au mois de janvier. Donc, nouveau défi professionnel. L'année 2021 commence. Je suis motivé à bloc. J'ai des projets, des ambitions, des plans de 3 ans. Je veux connaître l'industrie de la publicité à Montréal puis à travers le Canada après avoir fait différentes industries connexes. Et donc le 3 avril, 2 jours avant, j'étais dans un projet d'affaires avec un ami à l'époque et donc j'ai voulu lui rendre service. Mais donc dans un instant, ma vie a complètement changé en cette journée du 3 avril qui a été marquante dans ma vie. Oui, parce que avec cet associé à l'époque, vous aviez des drones. Alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce que vous faisiez avec ces drones-là? En fait, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale extrêmement forte depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai toujours eu 5-6 business. Sur les 5-6, tout ont été des échecs, mais ça a été un processus d'apprentissage. Et donc, c'est important pour moi, peu importe professionnellement, j'ai toujours besoin d'avoir un sideline, un projet entrepreneurial sur le côté. Ça me nourrit énormément. Et donc, à l'époque, on avait parti un projet qui était de la captation de contenu vidéo, principalement dans le milieu de l'immobilier, mais dans d'autres industries aussi. Et puis, c'est vraiment banal. C'est tout simplement qu'un des drones qu'on utilisait pour la captation vidéo s'est coincé dans un arbre à cause de grands vents. Sur la rive sud de Montréal. Et mon associé à l'époque, lui, demeurait à Montréal. Et donc, m'a appelé pour me signaler qu'il y avait un des drones qu'on utilisait qui s'est coincé dans l'arbre à cause d'un grand vent. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait une situation un peu problématique qui nécessitait une solution. Et il t'a dit, moi, je ne peux pas aller récupérer ce drone, donc toi, est-ce que tu pourrais y aller? C'est ça? En gros, c'est ça. À ce moment-là, moi, j'ai tout de suite pris le téléphone. J'ai essayé de rejoindre non seulement les pompiers, mais aussi la ville de Brossard pour voir s'il y avait des services, des mondeurs et tout ça. Mais il faut se projeter un peu dans ce moment-là. On est en pleine COVID. C'est ça. Ressources limitées, difficile, beaucoup d'urgence. Les pompiers sont premiers répondants, donc ils étaient en demande partout à travers la Montérégie. Donc, je me suis rendu sur place à la caserne de pompiers pour leur demander soutien. Malheureusement, ils n'avaient pas les ressources pour pouvoir aider. Il n'y avait pas personne à ce moment-là, ni la ville a donné suivi aux différentes démarches qu'on a entreprises. Donc, le matin du 3 avril, c'est exactement ça qui s'est passé, c'est-à-dire que étant donné que moi, je demeure sur la Rive-Sud, que j'étais nouvellement en relation, que je voyais une opportunité, j'en avais parlé à mon père, j'avais dit hey, on est dans une... J'essaie de rejoindre les pompiers. Donc, mon père s'est porté volontiers à vouloir m'aider dans une démarche qui semblait simple, mais qui a complètement changé ma vie, la sienne, en un instant. C'est ça. Donc, vous arrivez là-bas, vous demandez aux gens où il y avait l'arbre, et tu montes l'échelle avec ton papa en bas qui tient l'échelle, c'est ça? C'est l'inverse, mais oui. Oui, mon papa ne voulait pas que je prenne de risques à ce moment-là, donc il était c'est lui qui est monté en haut de l'échelle. Okay. Et toi, tu tenais. Exactement. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est dans la vie, des fois, en pensant être prudent, on était complètement inconscient du danger qui nous guettait à ce moment-là. Okay. Donc, en voulant prendre une perche pour pouvoir faire tomber le drone, dans ce coin-là de Brossard, il y a des gros arbres matures et des cèdres qui étaient très, très, très hauts. Et donc, on n'a à aucun moment vu les fils électriques qui se cachaient derrière les cèdres, qui étaient aucunement visibles du point où est-ce qu'on était. Et donc, on n'a jamais touché au fil électrique. C'est vraiment que la puissance d'un fil de 25 000 volts est tellement fort que ça crée un arc autour du fil, et donc sur pratiquement 5 ou 6 mètres. Et donc,
la portée de cet arc électrique-là a fait contact avec la perche qu'on tentait d'utiliser pour faire tomber le drone. Et donc, on a été littéralement foudroyés par 25 000 volts qui nous est traversé le corps en quelques instants. Et ton père est tombé, j'imagine? Mon père est tombé. Moi, il y a eu un certain moment où est-ce que, ça c'est dans les détails de l'accident, mais il y a eu un certain moment où est-ce qu'on a été comme... On ne pouvait pas lâcher l'échelle, c'était comme la puissance du choc, puis après on a été propulsé vers l'arrière. Carrément propulsé. Ouais, donc à partir de ce moment-là, évidemment, tu vis, raconte-nous ton expérience, c'est le néant, quoi. Ouais, c'est vraiment le néant. C'est littéralement à ce moment-là, c'est la vie s'arrête. Il y a une lumière blanche qui m'a ébloui. Ça, les gens posent souvent des questions là, sur cette fameuse... J'allais te la poser. Quand tu as vécu cette lumière blanche qui est en fait une sortie de corps, une sortie Il y en a qui ne reviennent pas, qui restent. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu durant ce moment qui a été rapide de lumière blanche? Tu m'as dit que tu avais vu des passages de ta vie, hein, à toute vitesse. Oui, mais c'est des trucs inédits d'une vie. Quand je repense à ce moment-là, c'est des moments où est-ce que ça peut être t'es petit avec ton frère, tu vis un moment, ça peut être quelque chose que tu as mangé, je voyais des courriels, c'est littéralement ta vie, mais pas nécessairement que des moments clés, c'est un film de ta vie. Un film de ta vie, comme un reel accéléré. Exactement. C'est un reel accéléré, ok. Exactement. Donc à ce moment-là, ta blonde est là, merci Clara. 100%. Et évidemment, l'ambulance arrive et tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir Parce que toi, évidemment, tu es dans un néant, tu es dans la souffrance. Est-ce que tu souffres? Douleur terrible. Terrible? Douleur terrible. Brûlé? Brûlé, sentiment que mon corps ne m'appartient plus vraiment. Je sens c'est comme si tu brûles de l'intérieur. C'est ça le sentiment que je me souviens. J'avais juste mal partout. Puis, il n'y avait pas vraiment quoi que ce soit dans l'ambulance qui pouvait soulager les douleurs que j'avais à ce moment-là. Et donc, oui, c'est ça. C'est les ambulanciers. Clara, ma conjointe, a pris le téléphone au moment où est-ce que c'est arrivé. On parle de courage, mais oui, de courage de prendre dans décisionnel, rapide. Décisionnel, oui, vraiment. Il faut penser vite. Il faut être proactif. Le propriétaire de la maison qu'on est allé, lui, a fait un choc vagal, carrément de voir la scène. Et donc, oui, si Clara avait pris trop de temps ou n'avait pas contacté l'urgence, fort probablement... C'était pas teneur. Oui, c'est ça. C'était pas teneur. Ouais. Et alors, donc, tu es dans l'ambulance et tu m'as raconté une anecdote qui est magnifique et je pense que ça vaut le coup de la mentionner. Qu'est-ce que tu cries quand tu es dans l'ambulance? Qu'est-ce que je crie dans l'ambulance? J'arrive dans l'ambulance, puis en fait, ça faisait 3 mois que j'avais rencontré ma conjointe à ce moment-là. Et encore à ce jour, je ne sais pas trop pourquoi c'est venu. C'était comme viscéral à ce moment-là de juste crier le plus fort que je pouvais. C'était comme un dernier souffle. Le dernier souffle. De juste crier « Je t'aime ». J'ai crié ça avant que... C'était comme un film de Hollywood. On peut dire son nom? Clara. Je t'aime Clara, exact. Il a crié, exact. Je t'aime Clara, mais exact. c'est beau, mais moi j'ai aussi une interprétation, oui, comme tu dis, tu étais dans l'ambulance, tu dis c'est peut-être mes derniers mots, hein? Tout à fait. Mais de l'autre côté, je crois aussi que tu avais quand même touché une autre dimension, on y croit, on n'y croit pas, à travers une demi-mort, cette lumière blanche, je crois que tu as touché peut-être une dimension d'amour inconditionnel, et qui t'a poussé, parce que des fois... les hommes, les gens n'osent pas trop te dire « je t'aime ». Et là, je crois que tu étais encore dans cette espèce d'énergie que tu as survécu aussi grâce à elle. Tu sais que c'était pas ton œuvre. Et je pense que ce cri d'amour, à mon avis, je viens juste de faire une vidéo aussi sur l'amour, le fameux amour inconditionnel agapé. Et moi, c'est mon interprétation. Que tu as crié ton amour pour Clara. Bon. Alors ensuite, bon, on va pas rentrer dans tous les détails parce que tu es à l'hôpital, tu souffres énormément et on t'annonce que tu ne pourras plus jamais marcher. Exact.
C'est ça? Donc, c'est ça. J'ai été transféré d'urgence, premièrement à l'hôpital Charlemagne, ensuite au CHUM. Puis, je le mentionne parce que c'est important, parce que ces gens-là m'ont littéralement sauvé la vie. Là. Oui, OK. J'ai été transféré au pavillon des Grands Brûlés au CHUM. Puis, à ce moment-là, c'est ça. J'ai fait quand même pas mal de meetings dans ma vie, mais c'était probablement la rencontre la plus déchirante, la plus émouvante, la plus difficile. Quand tu as un staff médical qui vient dans ta chambre, qui demande à tes proches de sortir pour t'annoncer que tu vas fort probablement plus jamais marcher. Surtout à ton âge. T'avais quel Surtout âge? moi, j'avais même pas encore 30 ans. On n'a pas d'âge, mais quand même, 30 ans, c'est l'âge le plus où on débute. On débute dans la vie. Exact. Et comment tu as réagi? J'ai eu une bonne braille. Heureusement. J'ai pleuré parce que c'était à ce moment-là, c'était de faire le deuil sur des choses que tu penses même pas. Un sportif en plus. Exact. C'était comme pas marcher pour moi. Marcher, c'est tellement la base. C'est la liberté. C'est la liberté. Donc pour moi, c'était complètement insensé. Oui. Puis aussi, des pleurs qui venaient aussi de la douleur, de ce que ça impliquait. Donc ça a été je dirais un bon 5 minutes très très intense parce que je suis descendu profond, mais tellement profond que j'ai touché le fond, fait que j'ai remonté rapidement. Voilà, et donc ça. quand et j'ai là remonté, t'as dit bon, qu'est-ce que je fais? Ouais. Puis c'est là où est-ce que j'ai demandé aux infirmiers, je leur ai dit ramener les infirmiers les plus costauds ou autres, puis qui viennent m'aider à me lever. Donc, ils sont venus, 2 ou 3 infirmières du CHUM, m'ont aidé à me lever. Puis c'était évidemment complètement contre-intuitif, mais j'avais besoin de me dire... J'y arriverai. Il faut que je marche le plus vite possible parce que si je reste alité encore pendant des semaines, ça va commencer à me jouer dans la tête que je ne pourrai jamais réellement marcher. Donc ça, c'était un début du courage. Hein? C'était le début du courage, c'était le début de discipline, de courage, de force et tout. Ouais. Donc je me suis levé. Et de croire aussi. Oui, de croire que c'est possible. De croire que c'est possible, parce qu'il y a la confiance aussi. Il y a la confiance, il y a aussi le fait que inconsciemment, l'instinct de survie est très, 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 très fort. Puis tu sais, souvent les gens me parlent de courage, que j'ai démontré de ça, mais il y a aussi une notion même de le corps humain crée des mécanismes de défense et de développement et d'autres qui sont plus puissants que juste ta notion même de courage de ce que tu as dans le ventre. Donc, moi, à ce moment-là, c'était de me lever, c'était de danser avec Clara, c'était la prendre dans mes bras, c'était de lui montrer à elle, à moi, que j'étais capable. Tu t'es visualisé. En fait, ça rejoint un peu Joe Dispenza, qui lui-même, que des gens connaissent peut-être pas, mais qui lui-même aussi était condamné à plus marcher et tout. Mais il n'y a jamais cru. Et comme tu as dit des mots très importants, c'est que tu t'es visualisé déjà ailleurs, en train de danser, en train de vivre, en train de bouger. Et le corps, il a reçu tous ces messages. Tout à fait. Tout à fait. J'ajouterais aussi que tu es habité aussi par une injustice qui, surtout au départ dans ce processus-là, qui est celle de pourquoi moi, pourquoi... Si, tu te poses beaucoup cette question-là. C'est la victime, il ne faut pas rester là. C'est là où il faut se relever. Exactement. Puis je sentais que j'avais besoin de... Tout autour de moi était tellement contrôlé par d'autres, c'est-à-dire que la médecine. Leurs décisions. Exactement, que je voulais prendre un minimum de contrôle sur vous dites que je ne vais pas mais il reste quand même une petite partie qui me revient dans toute cette histoire. Ben écoute, bravo. Et alors donc, ta rééducation a duré combien de temps? Elle dure encore aujourd'hui. T'es encore, hein? Oui, tout à fait. Tu fais encore de la rééducation? Oui, tout à fait. Ça a été un bon... Surtout les 6 premiers mois, très, 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 très intense. Réapprendre à marcher, réapprendre à bouger, se réapproprier son corps. Des physios, des ergos, psychologues, autres. J'ai été accompagné. Quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu as besoin d'un système de support extrêmement, extrêmement fort. Non seulement ta famille, tes amis, ta conjointe. Tu étais bien entouré. 100%. Ça, à tous les jours, je sais que c'est grâce à ça que je suis... Donc, tout était là autour, toi aussi, ta force, mais tu avais tous les gens autour de toi qui étaient là 100%. Pour t'aider à surmonter tout ça. Et tu es là aujourd'hui et on voit que tu l'as surmonté. Et donc, c'est évidemment comme toute épreuve qui nous arrive, tout accident,
derrière ça, et on s'en rend compte toujours après, il y a ces épreuves, il y a toujours un côté très positif. Ouais. Ça t'a amené complètement à autre chose. Numéro 1, ça t'a amené, comme tu me disais, moi je l'ai vécu après aussi le cancer, quand on vit des épreuves comme ça nous amène la conscience. Tout à fait. Que si on n'a pas, il nous arrive rien, la vie est belle, on pense qu'on fait des projets pour longtemps, tout va durer, et quand à un moment donné où la vie est fait boum, ça te donne la conscience, et ça te permet d'apprécier le moment présent, et aussi de te dire, ben, tous les projets que je fais à long terme, on peut en faire, mais hein, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Ben, moi, surtout, là, ce que j'ai perdu à travers toute cette expérience humaine-là, c'est ma naïveté. Oui. C'est-à-dire que j'ai plus cette naïveté de demain est garanti, que tout est beau, la santé, la vie est belle. J'ai toujours eu un caractère très, très positif, je l'ai encore aujourd'hui, mais cette naïveté de dire que presque tout est dû, la vie est belle, tu es en santé, ça se passe bien, ça non. Ça, oui, parce que tout peut chavirer dans une minute, mais même si on perd la naïveté, je pense qu'il ne faut pas perdre tu sais, l'enfant, là, une espèce de naïveté de croire en la vie, au contraire. Oui, je crois en la vie. Tu y crois, mais comme tu dis, tu le sais, il y a toujours la petite voix que si tu fais des projets à très long terme, tu dis, ben oui, si je suis en santé, si la vie me le permet. Oui. Exact. Ouais. C'est sûr qu'avant, je parlais de quand j'ai débuté chez Cossette ou même professionnellement, quand j'étais agent d'athlète olympique. On parle de cycle olympique, c'est 4 ans, puis il y a une préparation derrière ça. Là, maintenant, de dire je me projette dans 3, 4, 5 ans, c'est compliqué. Je suis beaucoup plus sur ce soir, demain, après-demain. Le fameux moment présent. Exact. Alors, donc, suite à tout ça, dis-nous comment t'en es arrivé à faire des conférences sur le courage. Ça, c'est une anecdote qui... en fait, c'est parti de... Après, quand j'étais dans cette fameuse période de 6 mois très, très intense de réhabilitation, c'est sûr que ça m'a enlevé de toute ma carrière professionnelle. C'est la vie stop. La vie s'arrête. La vie s'arrête complètement, puis tu es mis dans un autre parcours qui est celui de juste survivre, exact. Puis il y a cette grosse période-là où est-ce que les gens disent « Hey, vive, ouais, mais avant de vivre, il faut survivre. » Exact. Puis j'étais beaucoup dans cette période-là de juste survivre avant de pouvoir vivre. Puis c'est ça, quand j'étais dans cette période-là, ma belle-mère m'a m'a proposé un défi qui était celui de faire une conférence à son équipe dans le courtage immobilier. Comment ça s'appelle ça? Tu peux nous dire le nom? Oui, l'équipe Martine Deschênes. Et donc, ça s'est parti comme ça. Donc, elle m'a tendu un défi qui était celui de faire une conférence à son équipe. Et donc, je suis allé sur place en faisant cette conférence-là. Je faisais des conférences avant, principalement sur le marketing du sport, le branding sportif, plus mon parcours professionnel. Mais là, c'était une conférence qui était disons, un peu sur mon parcours professionnel, mais aussi à saveur de courage. Oui. Et donc, quelques mois plus tard, ça a commencé où est-ce que j'ai reçu un coup de téléphone d'une entreprise qui m'a demandé de donner une conférence devant plus de, je pense que c'était 500, 600 personnes qui était sur la notion de courage. Puis quand j'ai reçu cet appel-là, au départ, je pensais que c'était une conférence sur le sport, sur l'olympisme ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit non, on a vu dans les journaux qu'il vous est arrivé un grave accident. Puis aussi, on a entendu parler à travers Martine, ma belle-mère, qui en avait parlé aux gens à travers différents contacts. Et donc, ils m'ont dit que la thématique de leur congrès, c'était le courage. Est-ce que tu as eu... Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as c'est parce que je suis en étant vraiment, vraiment franc, je me suis jamais approprié cette notion de courage-là sur un courage personnel. Parce que pour moi, le courage est venu de mes proches, mes amis, ma conjointe, ma famille, est venu aussi de « j'aime trop la vie ». J'aime juste trop la vie. Donc pour moi, pour toi, oui, tu n'avais pas mis le mot courage dessus. Non, j'avais pas mis le mot courage. C'est les autres qui te voyaient courageux. Exact. Mais toi, comme tu dis, d'abord, tu étais dans la survie, tu étais jeune,
tu avais des ambitions, tu voulais vivre, tu voulais profiter de la vie et tu es super bien entouré. Exact. Et c'est autour de toi. Alors c'est pour ça que tu t'es dit, hein, alors oui, j'ai du courage. Oui, Exactement. Donc ça a parti comme ça. Donc je suis allé faire cette conférence-là. Ça m'a pris du courage pour la faire. Parce que c'était la première fois que 500 personnes. Que je m'exposais de parler publiquement de mon accident, que je racontais ce qui s'était passé. Puis même, je me souviens très bien, j'ai des flashs de quand je faisais la conférence. Support visuel, il y avait 2 écrans géants. Puis je racontais, je parlais avec des notions, des applications concrètes du courage. Puis en me tournant, puis en regardant sur l'écran que c'était moi. Tu disais, c'est moi? Oui, moi. C'était qu'il y avait 2 personnes en toi. Oui, il y avait un clash j'avais un visage très professionnel. Je suis là pour vous apprendre des choses, ou pas nécessairement pour vous apprendre, mais pour vous challenger. Et c'est moi, puis se voir sur un écran géant avec des pansements partout, puis donc il y a eu ça qui a été extrêmement challengeant. Puis je m'en souviens quand je suis retourné dans la chambre d'hôtel après la conférence. C'était un sentiment d'épuisement complet. C'était la première fois que je partageais. Tu avais tout vidé, mais c'était thérapeutique en même temps. Thérapeutique. Très thérapeutique. J'avais un grand sentiment avant dans le processus de conférence à travers ça, un peu un sentiment d'imposteur. Tu sais, il m'est arrivé quelque chose, je ne l'ai pas choisi. C'est pas quelqu'un qui décide de monter l'Everest. Il est courageux. Moi, c'est la vie qui m'a mis une épreuve. C'est ça. Et j'ai démontré à travers cette épreuve-là qu'il y a des valeurs, un moteur de courage derrière ça. Donc, il y avait ce sentiment-là, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, ce qui m'a fait du bien, c'est la partie de sensibiliser les gens sur les dangers, sur la notion de profiter de la vie, de aussi avoir le droit à des témoignages des gens. Puis ça, c'est ce que j'ai réalisé beaucoup quand j'étais à l'hôpital. Les gens qui, les gens qui viennent te partager que c'est pas que toi qui arrive des choses. Il y a tout le temps quelqu'un que tu connais qui est arrivé quelque chose. C'est ça. Ça fait du bien de sentir que tu n'es pas tout seul là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce que je fais en ce moment, pour que des gens qui passent des moments difficiles et qui écoutent ton histoire disent « Bravo, il s'en est sorti ». Alors, j'ai une question. Quand durant tes conférences, j'imagine qu'après, il y a des gens qui veulent te parler. Ouais. C'est quoi les questions? Il y a toujours probablement souvent des mêmes questions qui reviennent. C'est quoi les questions qu'on te pose? Souvent, dans les différentes conférences que j'ai données, c'est beaucoup un échange. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui se risquent ou qui se lancent sur des questions, parce que vu qu'il y a une partie beaucoup application concrète, des notions de courage, les types de courage, comment le courage est important dans la vie professionnelle, dans toutes les sphères de notre vie. Et familiale. Et et partout. Donc, les gens posent des questions à la fin des conférences sur plus les applications, comment mettre en place du courage. Tu sais, je parle de courage organisationnel, je parle de courage de se lever dans une réunion puis de dire vraiment qu'est-ce qu'on pense. J'amène le courage dans différentes thématiques. Donc, les gens posent plus sur comment, au sein de leurs équipes de travail, peuvent mettre... C'est vraiment purement sur professionnellement quelles sont les applications. Ceci dit, quand les conférences terminent, c'est là où est-ce que j'ai droit à un privilège de connecter avec les gens. Ah oui, sur les gens, j'ai perdu mon frère dans telle situation, mon cousin a eu un accident électrique, il s'en est sauvé, il s'en est pas sauvé. Les gens viennent, on a besoin de connecter humainement sur... Humainement. Human connection. Human connection, exact. On a besoin de parler, puis surtout dans la conférence, je parle d'une statistique qui est, quand j'étais à l'hôpital, selon une étude française, il y avait 97% des chances que mon père et moi, suite à cet accident-là, on décède, que notre cœur lâche, que c'était impossible, soit on prenne en feu ou qu'on décède. Et donc, moi, j'ai décidé de voir la statistique à l'envers puis me dire, il y a 3% de chances que je sois ici. Donc, les gens... miraculé. Exactement. T'es un miraculeux, comme ton papa. Exact. Donc, les gens viennent me voir pour aussi parler de ça, de dire... la chance qu'on a d'être ici, de pouvoir échanger, comment il faut la savourer. Et aussi, moi, je trouve que ça amène, c'est pour les gens qui veulent tout contrôler dans leur vie, c'est savoir que la vie est au-dessus de tout. C'est la vie, t'es qu'au-dessus. Et après, ce qui est différent, c'est comment nous, on réagit à toutes les situations que la vie nous envoie. Tu as toujours deux façons. Tu aurais pu t'écrouler.
Tout à Et fait. tu aurais pu dire, ok, les docteurs ont dit, mais tu t'es là. Et c'est ça tous ces messages. C'est pas nous qui décidons, c'est la vie. Et au-dessus. Et Et bien au-dessus. au-dessus ça. Ouais. Alors, écoute, ben moi, je trouve que ton témoignage est incroyable. Et, mais tu ne vas pas échapper à la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. S'il y avait un message que tu devais laisser aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? Oh là là. Je dirais de prendre le temps de dire je t'aime aux gens qu'on apprécie. J'ai le privilège d'avoir des gens autour de moi qui ont été présents. Et puis des fois, on prend ça un peu pour acquis de dire les mots, le je t'aime. Donc, prenez le temps de serrer vos enfants, vos amis, vos collègues. C'est des fois tellement fragile, la vie peut changer en un instant. Donc, prenez le temps de dire aux autres je t'aime. Mais surtout aussi, prenez le temps de vous dire à vous-même que vous vous aimez, de se chérir soi-même, de prendre le temps de réaliser qu'il y a beaucoup d'efforts dans une vie, il y a des épreuves, petites, grandes. Hein? Je ne compare pas mon épreuve à n'importe qui. Oui. Il y a des épreuves dans la vie, elle est challengeante. Puis de savoir qu'on avance malgré tout, c'est important de le mentionner. Quel beau message, tu me donnes des larmes aux yeux, c'est vrai. Parce qu'après tout, ce qui est le plus important, c'est l'amour. Mais comme tu dis, ça commence par l'amour de soi. Parce que sans l'amour de soi, on ne peut pas aimer les autres. Tout à fait. Et bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce message incroyable. Alors n'oubliez pas, je le redis, le petit clic. Ciao.